Bonjour à tous, QG Qualité, c'est le podcast où les professionnels de la qualité logicielle nous racontent leurs histoires, leurs expériences et leurs parcours. Je m'appelle Romuald Lenormand, je suis votre hôte pour ce nouveau numéro. Si vous êtes expert, débutant ou simplement curieux, l'objectif est de vous partager tous les aspects des métiers de la qualité. Cet épisode vous plaît? Alors abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous pour nous aider à grandir. Est-ce que je mets mon QA dans les équipes produits ou les équipes tech? J'ai envie de te dire, est-ce que tu as quelqu'un déjà dans l'équipe tech qui adore faire la qualité la qualité aujourd'hui, elle est déjà embedded dans ton développement? Ou est-ce que en fait, c'est plutôt tes équipes product qui aujourd'hui sont ultra bons sur la spécification et qui, une fois que ton développement est fait, vont aller tester eux-mêmes les features? Aujourd'hui, avec Léa, on a l'impression qu'on est dans une gare et que toutes les 5 minutes, il y a un nouveau train. C'est une très bonne image. Voilà, et donc on se dit quel train je dois prendre. Oui. Donc il y en a ceux qui vont rester sur le quai à regarder le dashboard pour se dire quel train je dois prendre. Et moi je suis plutôt à dire à tout le monde, guys, prends le premier train. Au pire, tu descends à la prochaine correspondance et tu changes de train s'il le faut. Mais là il faut foncer, il faut monter dans le train parce que le train il est déjà en marche, il ne nous attend pas. Oui, tout à fait. Bienvenue dans ce nouvel épisode de QG Qualité. Aujourd'hui, nous accueillons Farah Chapchoub. Tu es une des rares femmes CTO dans la tech en France. J'ai vu que tu étais à Vivatech cette année. Tu as un parcours extraordinaire. Tu es passé de QA il y a 10 ans à Head of Engineering, puis aujourd'hui à Chief Technology Officer chez Worklife. En parallèle, tu as créé une newsletter, pris la parole lors de conférences et tu conseilles également des scale-up. Comment tu trouves le temps de faire tout ça, Farah? Déjà, merci beaucoup Romuald pour cette présentation et pour l'invitation d'aujourd'hui. C'est un plaisir. Eh ben, écoute, comment je trouve le temps? C'est une très bonne question. Je me pose moi-même parfois la question. Je pense que c'est la passion, on va dire ça comme ça. Génial. Avant d'aller plus loin dans les détails de ton parcours exceptionnel, est-ce que tu peux te présenter? Avec grand plaisir. Donc, Farah Chapchoub, 32 ans. Je suis la CTO de Worklife. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis dans l'écosystème Startup Scale-up. Je suis passée par MangoPay, par Litchi, par Livestorm, Anchor et puis actuellement chez Worklife. Donc, chez Worklife, aujourd'hui, je dirige les équipes technologiques. Donc, on est une trentaine de personnes entre QA, back-end, front. On a également une équipe plateforme, mais aussi du mobile. Donc, vraiment tout corps de métier. Et notre spécialité chez Worklife, c'est qu'on fait des avantages salariales dans une seule carte bancaire pour vraiment mettre la marque employeur au centre de l'engagement et à travers du coup ces avantages-là, on peut avoir du multi-avantage sur cette carte, aussi bien du titre restaurant, de la mobilité. L'idée, c'est vraiment avoir un dispositif pour les ressources humaines et pour les DRH qui va faire en sorte d'avoir vraiment un impact aussi bien économique, social que écologique aussi, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, une carte, surtout avec notre business model à nous, etc., ça fait toute la différence. Donc, une seule carte qui centralise un peu tous les avantages. Donc, ça va être l'abonnement de sport, ça va être les titres restaurants, ça va être les places de cinéma via le CE, des choses comme ça, c'est bien ça? Exactement, il y a de tout. Bon, pour le CE, on va dire, on a vraiment aujourd'hui une nouvelle offre qui est pour les CSE, qui leur permet également de se connecter à des dispositifs et également à des partenaires que nous avons. Après, aujourd'hui, vraiment, notre force, c'est qu'on peut faire aussi bien des avantages très classiques, comme le titre restaurant, par lesquels on est extrêmement connu d'ailleurs, ou encore la mobilité durable. Donc, les cartes d'abonnement transport, tout ça va être... Donc, c'est plutôt la capacité d'achat. Donc, c'est vraiment la capacité d'aller acheter ces titres de transport ou les capacités d'aller acheter ces titres restaurants. Et on va également pouvoir faire en sorte d'avoir des avantages personnalisés, surtout pour les boîtes qui le souhaitent. Typiquement, par exemple, pour des hauts cadres, on a fait ça l'année dernière, un avantage qui est pour les restos étoilés pendant les fêtes de fin d'année. Ah oui, génial. On va avoir un dispositif, donc un wallet, un portefeuille qui est au sein de cette carte-là Worklife avec plusieurs cagnottes et chaque cagnotte va être à un avantage salarial bien déterminé. Ok, super. Et aujourd'hui, tu es la CTO, la Chief Technical Officer. Ça ressemble à quoi une journée type pour toi? J'ai envie de te dire, il n'y a pas de journée type.
Ok. Vraiment, chaque jour est différent. Ouais. Je vais avoir des jours qui vont être extrêmement tournés gouvernance et stratégie, par exemple avec des boards, avec une organisation, par exemple, de la roadmap, la revue des priorités entre le CPO, le COO, etc. Ouais. Qui vont être extrêmement high level, on va dire, et je vais avoir des journées qui vont être un peu plus opérationnelles, où on va gérer des incidents, être dans des war rooms, regarder sur Datadog qu'est-ce qui se passe en production, D'accord. ou aller tester une nouvelle feature qui va sortir bientôt. Et on va avoir aussi des journées management, où il va y avoir des one-one avec des personnes, Bien sûr. etc., ou même des discussions avec des partenaires. Ça m'arrive aussi parce que je représente Worklife sur tous les sujets risques et cybersécurité aujourd'hui. Ah oui, ok. Donc voilà, donc Ouais. le scope, il est assez large. Donc voilà, donc franchement, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui me plaît aussi chez Worklife et dans mon rôle actuel, c'est que je fais vraiment tout et il n'y a pas une seule journée qui ressemble à une autre. Ah, c'est génial. Pas de monotonie donc pour toi. Hein. Absolument pas. Ok. Alors, tu as débuté en tant que QA il n'y a pas si longtemps, mais tu as pris très vite des responsabilités. C'est vraiment ça qui m'intéresse dans ton parcours et c'est vraiment ça que j'ai envie qu'on essaye de creuser ensemble. Comment t'es passé de QA junior à Head of Engineering puis à CTO aussi rapidement? Je pense qu'il y a un concours de circonstances. Moi, je suis arrivée dans le monde de la qualité, pour la petite histoire, vraiment par pur hasard, parce que moi, je suis de base, je suis d'origine tunisienne. Je suis Oui. venue en France juste après le bac pour faire mes études donc de licence. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'avais fait vraiment le pari de se dire, je voulais pas du tout passer mes étés à prendre des vacances, Mhm. mais plutôt à faire des stages. Quand on commence dans la tech, surtout en informatique, moi, j'étais en licence informatique, les boîtes, ils voulaient pas me prendre en stage en tant que développeur, Ok. mais voulait plutôt me donner des rôles de MOA, de chargé qualité, etc. Donc, pendant les 3 premières années de licence, j'ai fait que ça. Tous les étés, au lieu de rentrer chez moi en Tunisie, je passais mes étés à passer des stages, etc. J'étais chez Groupama, j'étais chez Air France. Ah Donc, oui. j'ai vraiment fait pas mal de stages comme ça. Et par la suite, en fait, j'ai fait le choix de partir sur un apprentissage pour faire en fait un master en imagerie Ok. d'ailleurs en apprentissage automatique, donc du coup tout ce qui est IA sur l'imagerie. Ah oui, ok. Donc j'avais fait ça pour la petite histoire en 2015. Et donc quand je commençais à chercher mon apprentissage, j'ai pas du tout pu trouver quelque chose qui était en lien avec le dev parce que mon CV était extrêmement marqué qualité. D'accord. Donc, je suis allée chez Dassault Systèmes. J'ai fait du quality engineer. J'ai bossé sur des projets d'automation qui avaient un lien avec l'imagerie également. Et quand je suis arrivée par la suite pour mon CDI, mon premier CDI chez Litchi, j'avais déjà pas mal de choses, même si ça Ouais. reste quand même des petites expériences. Hein, c'est pas la même chose que un CDI. Mais j'avais quand même pas mal fait de choses. Et, Des contextes différents en plus. exactement. Ouais, Des ouais. grands groupes, Ouais. des boîtes qui étaient plutôt, on va dire, plutôt nationales, d'autres qui vont être plutôt du CAC 40, du privé. Donc vraiment, il y avait tout. Et puis j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance chez Litchi parce qu'on m'a fait confiance, parce que il y a eu les circonstances qui ont fait qu'il n'y avait plus de Head of Quality. D'accord. Et j'avoue que je l'ai aussi demandé. J'ai pas attendu qu'on me propose le poste. Ouais. Quand il s'est passé à un moment donné un certain temps où j'ai pris beaucoup de leadership sur des projets, etc., je suis allée voir les personnes concernées et j'ai demandé si je pouvais avoir le poste. C'est quand même un parcours assez rare, je trouve, en termes de rapidité. Quelles compétences techniques, par exemple, ou les soft skills, tu as dû apprendre en avance pour être crédible une fois que tu arrivais à ces nouvelles positions? Je pense vraiment la panoplie est grande parce que à chaque fois la marche était très haute. Oui, Il faut se le dire aussi. oui, oui. Et donc il fallait extrêmement travailler et travailler amplement parce que moi j'étais jeune, que j'avais beaucoup soif et que j'ai toujours soif, mais on va dire il y avait quand même pas mal de choses à devoir maîtriser. Si je devais dire quelque chose pour vraiment mettre tout ce que j'ai appris à chaque fois, on va dire, je dirais que c'est beaucoup d'audace. C'est beaucoup d'audace, c'est oser des choses, c'est se tromper aussi des fois, Mhm. faire des choses et totalement passer à côté de la plaque, aussi bien technique, des choix technologiques que des choix aussi sur les soft skills, de communication, de présentation, etc. Après, le deuxième point, c'est aussi à chaque fois que j'ai évolué et même jusqu'à aujourd'hui, c'est aussi du continuous improvement, quoi. On finit jamais d'apprendre, donc il faut être en capacité de se remettre en question et de se dire c'est quoi, je connais rien, voilà. Moi aujourd'hui je peux pas prétendre connaître quoi que ce soit, même si je sais que j'ai
pas mal d'expérience et pas mal de vécu, mais je pense qu'on peut toujours s'améliorer Oui. et c'est par cette remise en question perpétuelle qu'on arrive à voir où sont ses failles et comment on peut avancer. Je sais que ma réponse, elle peut paraître très floue et peut-être bullshit pour certains. Hein. Je regarde un peu la caméra pour ceux qui nous écoutent. Je vais donner un exemple très concret. Ouais. Quand je suis passée de Head of Engineering d'une équipe que j'ai créée moi-même, que j'ai recrutée moi-même, etc., c'était quelque chose, c'était un skills parce que on apprend à grandir et faire grandir ses équipes au même temps que soi et c'est des gens qui nous ressemblent, qu'on a déjà recrutés, etc. Quand à des moments donnés, j'ai dû récupérer des équipes qui étaient déjà existantes, clairement, les soft skills que j'ai dû développer à ce moment-là, c'était des soft skills totalement différents parce qu'il faut aussi faire preuve d'adaptation, comprendre l'autre, faire preuve d'empathie, d'écoute, se concentrer davantage avec les profils et devoir aussi conjuguer avec la conjoncture dans laquelle on va se retrouver. Donc voilà, donc chaque contexte est différent et tous les jours j'apprends de nouvelles choses. En tout cas, c'est moi comme ça que je vois les choses. Ok, donc un peu d'humilité, tu es clair sur les choses que tu ne sais pas, tu fais pas semblant et surtout tu es curieuse et tu es tout le temps en train d'essayer d'apprendre, quoi. Totalement. Génial. Tu sièges à plusieurs boards et tu conseilles des scale-up. Comment ces rôles nourrissent-ils ton leadership au quotidien chez Worklife ? En fait, ce qui est intéressant, c'est surtout la richesse qu'on peut voir d'une boîte à une autre. Ouais. On a souvent, généralement, quand on est dans les boards ou même juste en conseillant des dirigeants, ce qui m'arrive assez souvent, c'est qu'en fait, on va nous chercher pour notre expertise. Donc pour notre vécu, pour ce qu'on a fait, etc. Alors qu'en réalité, moi je trouve que souvent chaque contexte il est vraiment différent, comme d'ailleurs je le disais même pour les boîtes, dans une seule boîte et dans un seul rôle tous les jours c'est pas la même chose. Bien sûr. C'est pareil aussi quand on est d'une boîte à une autre. Et typiquement, je vais donner un exemple. À un moment donné, j'avais conseillé une boîte qui voulait faire, donc qui tout juste commençait, ils étaient 8 personnes et ils voulaient absolument mettre la qualité au centre de ce qu'ils faisaient dès le départ et ils sont venus me chercher pour ça. Ouais. Et en fait, c'était super challengeant parce que moi qui étais toujours dans des environnements qui sont en mode scale où on attend vraiment une qualité à un certain niveau, il fallait vraiment adapter ma vision pour aller les conseiller et être la plus pertinente possible parce qu'on ne peut pas du tout mettre les mêmes efforts et les mêmes investissements humains et même monétaires quand on est une petite boîte à 8 personnes. Et ça, c'est super intéressant pour moi parce qu'en réalité, même chez nous, aujourd'hui, chez Worklife, on va pouvoir lancer des nouveaux produits, des nouvelles lignes, du coup, des nouvelles verticales. Et sur les nouvelles verticales, en vrai, c'est comme si on lançait une petite boîte. C'est comme une entreprise dans l'entreprise. Exactement. En fait. Ouais. Et donc, quand on fait ce genre de conseils-là et qu'on voit ces dispositifs et qu'on accompagne dessus, on comprend parfois des blocages qu'on peut avoir dans les équipes en termes de conduite du changement parce qu'on est sur des paradigmes différents, de taille, etc., qui sont extrêmement nourrissants. Donc vraiment, aujourd'hui, moi, je vois ça. Après, il y a aussi des secteurs différents, donc une ouverture d'esprit. Il y a aussi des discussions plutôt business au niveau des boards qui, moi, m'amènent beaucoup de, on va dire, de contexte et m'aident au quotidien à prendre de la hauteur. Et ça, je pense que j'ai vraiment... je pense que j'ai beaucoup de chance parce que ça me permet, mine de rien, de m'ouvrir l'esprit et de ramener à mes équipes une nouvelle manière de raconter notre histoire commune pour aller défendre nos projets. Parce qu'à la fin, c'est ça qui compte au quotidien. C'est que moi, je suis là plutôt pour défendre mes équipes, défendre notre vision vers où on veut aller au sein de mon propre board. Quand je vois qu'est-ce qui se passe ailleurs, ça me donne des billes et c'est toujours intéressant. Ok, top. Qu'est-ce qui t'a le plus surprise comme biais ou inertie en tant que femme CTO et comment tu t'en es affranchie ? Est-ce que le fait d'être une femme fait que tu as dû parfois t'imposer un peu plus ? Comment ça s'est passé à ce niveau-là ? Alors, je pense que j'en parle beaucoup dans pas mal de podcasts et d'interventions parce qu'on me pose souvent cette question, qu'est-ce que ça fait d'être une femme dans la tech, encore plus CTO ? C'est ça. C'est vraiment surprenant, vous n'êtes pas nombreuses. Oui, mais en fait, moi, je me suis jamais dite, je suis une femme, donc... Je dois prouver quelque chose. Voilà, je dois prouver... Et même, en fait, je pense que même dans des situations, quand j'ai vécu peut-être des situations spécifiques parce que je suis une femme, je me suis jamais dite
je suis une femme, donc on m'a traité comme ça. C'est possible que c'est arrivé, hein. Je ne diminue pas ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans leur domaine et dans leur activité quotidienne. Moi, je n'ai jamais vu le fait d'être une femme comme quelque chose aussi bien de barrière ou même de moteur, on va dire. Je ne l'utilise pas comme branding, même si souvent on me dit, t'es une des rares femmes CTO. Pour moi, je suis Farah. J'ai mon unicité, j'ai mes forces, mes faiblesses, comme tout être humain. Et je vais à chaque fois voir dans chaque environnement qu'est-ce qui fait que je peux très bien me débrouiller. Donc, je vais utiliser mes forces et aussi parfois mes faiblesses, hein, parce que c'est aussi nos vulnérabilités qui nous rendent forts. En tout cas, moi, j'y crois à ça. Donc, à chaque fois, je vais regarder comment, moi, je peux me débrouiller dans cet environnement-là sans aucune étiquette. Parce que, mine de rien, on a tous des problèmes, on va dire. On a tous bien sûr. des choses limitantes, que ce soit femme ou homme, on va avoir des vulnérabilités. Voilà. Donc, et puis, être une femme, c'est encore pas du tout une vulnérabilité, donc encore moins pour le voir sous cet angle-là. Donc peut-être que ça vient d'un biais aussi d'éducatif, de manière de voir les choses. Et enfin, pour finir, je pense que même être une femme aujourd'hui, c'est une énorme opportunité pour moi, dans le sens où, grâce à ça, moi j'ai connu beaucoup de femmes avec lesquelles je partage mon quotidien, avec lesquelles on a vraiment des liens étroits, où on peut être plus dans l'intimité de discuter de nos problématiques de tous les jours. Finalement, on a une sororité et c'est assez sympa, mine de rien, parce qu'on a grandi ensemble. Et moi, aujourd'hui, pas mal de mes amis sont des CTO femmes ou des board members dans des grands groupes. Donc, franchement, je pense qu'aujourd'hui, c'est génial d'être une femme, quoi. Dans la tech, c'est trop bien. Ça change petit à petit, doucement, je trouve. Mais si tu pouvais changer une chose demain pour accélérer l'accès aux femmes à la tech, qu'est-ce que ça serait ? Alors, il y a quelques années, j'ai cofondé une association qui s'appelle Women of Influence, qui maintenant, je suis sortie de son board, mais qui continue d'ailleurs. En fait, moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est comment on s'assure d'avoir plus de femmes dans les boards, dans les comités de direction administrative, qui sont là comme rôle modèle et qui vont être là pour vraiment pousser à la diversité. Quand je dis, moi, je ne m'identifie pas comme, on va dire, une faiblesse ou quoi que ce soit par rapport à la femme, attention, c'est juste une question de parité, en fait, nécessaire, quoi. Exactement, et puis surtout, je ne diminue pas le paradigme qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes souffrent de discrimination, de problématiques, donc du coup, de genre au travail. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de représentativité et on a besoin de diversité dans les hautes sphères de la décision et de la gouvernance pour être en capacité d'amener plus de femmes. Parce qu'il n'y a pas... En fait, on ne peut pas dire on veut plus de femmes dans la tech quand on a un board de direction qui est qu'avec une majorité d'hommes. En fait, ça n'inspire même pas les femmes qui sont managers ou leaders à monter dans les grades parce qu'ils voient déjà le plafond de verre. Donc, comment on peut aider ces femmes-là à casser le plafond de verre, à se voir, à se projeter et à avoir des rôles modèles pour par la suite aller ruisseler encore plus en bas, avoir plus d'ingénieurs, plus de leads. Donc vraiment, tout commence par le haut de la pyramide pour par la suite avoir une synergie et on va dire lancer le mouvement pour avoir plus de femmes. Ouais. Et au niveau formation, est-ce que tu trouves qu'il y a assez de femmes, par exemple en France, je ne sais pas comment c'est en Tunisie, mais au niveau des jobs, enfin des études d'ingénierie, d'informatique, il y a quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes. Je pense que ça dépend vraiment des formations. Dans l'absolu, oui. Clairement, hein, en France, je pense que... Après, j'ai pas les chiffres, pour être honnête avec toi, donc je vais pas m'aventurer à donner des vérités de quelque chose que je ne maîtrise pas. Mais je pense que oui, en effet, aujourd'hui, on va plus avoir des femmes dans des formations de care, donc de soins, de droit, littéraire, etc., que des femmes sur des formations mathématiques ou d'ingénierie. Après, je pense que ça dépend aussi des formations. Moi, pour la petite histoire, j'ai fait ma formation dans mon master, on était 50-50. Mais sur mon master, sur une promotion de 28 personnes, il y avait 2 Français. On était tous des étrangers. Donc, c'est peut-être pas représentatif. Si je prends le cas de la Tunisie est le premier pays au monde en termes de femmes ingénieures à la fin de formation. Donc, en fait, en Tunisie, en proportion, le sujet, il se pose même pas. On a beaucoup trop de femmes ingénieures que des hommes ingénieurs. Et les hommes, ils vont plutôt aller vers des rôles de médecine ou affaires
d'affaires ou des choses comme ça, D'accord. et pas forcément des rôles dans la tech, même s'il y en a aussi, hein. Mais en tout cas, c'est pas le cas en Tunisie. Donc, en effet, quand je parle de gouvernance, je pense qu'on peut faire le parallèle de ce que je disais tout à l'heure sur les entreprises et la tech, sur les problématiques sociétales. C'est-à-dire, si on veut avoir plus de femmes dans les formations initiales, ça va aller de politiquement, qu'est-ce qu'on change, Oui. socialement, comment on fait que la société civile, on ait plus d'associations, plus de dynamique, comment on va aller travailler sur les biais dès le départ, dès le jeune âge, et accompagner également les parents dans l'éducation. Même oui, l'éducation et l'instruction à l'école, etc. Exactement. Ouais. Donc Ouais. vraiment, il y a un effort à toutes les échelles, à tous les étages pour qu'on y arrive. Et comme je disais, en Tunisie, on a réussi. Hein, donc il n'y a pas pourquoi on ne réussirait pas ailleurs. Donc Ouais, je tout à pense fait. que la Tunisie n'est pas une exception. Hein. Je suis sûre que dans d'autres pays, c'est aussi le cas. Donc on peut changer de paradigme. Ok, génial. Alors, pour en revenir sur ton parcours, tu as été très actif sur la partie branding personnel. Tu as donné des conférences, tu as lancé une newsletter. Avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de tout ce que tu as pu entreprendre à ce niveau-là, qui ont vraiment pesé sur ton parcours, qui ont été game changer? Moi, je suis énormément influencée par la culture américaine, du Oui, storytelling, de la visibilité. Et je pense que le leadership passe également par l'audace, le charisme et vraiment, il faut prendre la parole. Et aujourd'hui, si je le fais pas pour moi, hein. Même si je pense que beaucoup de gens peuvent se dire non, mais elle est partout, etc. Mais en fait, je le fais parce que il y a des choses auxquelles je crois profondément et sur lesquelles je pense qu'on prend pas assez la parole. Et donc, je me dis comment je peux aller parler de ces sujets-là et faire en sorte que ces sujets-là, ils soient vraiment vus, valorisés et surtout on va dire démocratisé. Ça a beaucoup changé plus j'ai fait des conférences, plus j'ai pris de parole, ça a beaucoup changé ma manière de voir les choses. J'ai été questionnée à des moments, donc ça me permet de me remettre en question. mhm, Ça me permet de savoir aussi, mon art oratoire a beaucoup évolué aussi à travers le temps. Au-delà de ça, aujourd'hui, quand on commence à évoluer et qu'on a déjà des idées qui sont très tranchées et sur lesquelles moi, par exemple, sur la qualité, c'est oui. un sujet sur lequel j'ai beaucoup écrit, etc. On y reviendra. Exactement. Et donc, en fait, on va dire, on est identifié sur le sujet. Et puis après, ça peut être quelque chose qui va dans notre sens et qui va nous aider. Et ça peut être aussi quelque chose qui va être tranchant, et qui va faire en sorte, en fait, on peut pas être blanc ou quoi, on Oui. peut pas être gris là-dedans. On va Ouais, être blanc ou ok. noir. Donc moi, je suis assez à l'aise avec ça. Je trouve que c'est plutôt sympa parce que du coup, voilà, j'ai des idées, j'arrive à les affirmer. Et après, ceux qui viennent me voir, c'est ceux qui vont être souvent soit d'accord avec moi, soit absolument pas d'accord avec moi et sur lesquels on va avoir des débats qui sont super enrichissants. Donc voilà. Est-ce que tu te souviens par hasard de ton premier talk, de ton tout premier talk? Est-ce que tu avais le track? Comment ça s'est passé? Oui, j'en ai parlé à un podcast récemment. En fait, mon premier talk, c'était quand j'ai rejoint Litchi Mangopay. Et à l'époque, j'avais mon manager qui était juste parti au bout de même pas 3 mois. Et moi, j'y avais rejoint pour lui. Et en fait, il avait recommandé ma personne pour une table ronde avec Agile Testing France. Et je me rappelle très bien, ils m'avaient contacté genre une semaine avant, ils m'ont dit est-ce que ça te dit de venir. Et j'ai dit oui. Et en plus de ça, j'avais en face de moi quelqu'un qui était chez Mythique et une deuxième personne qui était, je sais plus, qui était chez qui, mais qui était, je pense que c'était Vincent qui était qui est toujours chez Open Classroom. Donc j'avais vraiment deux personnes qui avaient vraiment pas mal de bouteilles, qui avaient Ouais. pas mal d'années d'expérience. Et moi, ça faisait même pas 3 mois que j'étais en full time chez Litchi. Je me rappelle tellement que j'avais rien préparé, que l'après-midi, la table ronde était genre à 18h30 et je me suis retrouvée à 18h avec mes devs en disant guys, je vais parler d'agile testing, je dois parler de quoi là? Vous pensez que je devrais parler de quoi? Parce qu'en fait, j'ai rien préparé, j'ai rien vu. Et Comme ça, les mains dans les poches, hein, les en mains total dans les- impro. total impro. Ok. Et ils m'ont dit non mais tu pourrais parler de Trios Amigos parce que c'est ce qu'on fait ici et tu pourrais parler de ça et il faut que tu mettes en avant ce que tu as fait sur ça. Et en fait vraiment c'était des briefings 5 minutes avec mes devs avant de partir. D'accord. Et j'avais extrêmement le trac mais ça s'est bien passé. Donc, Ouais. Est-ce que au cours de ta carrière, tu as eu
parfois le sentiment, le fameux syndrome de l'imposteur. Est-ce que ça t'est arrivé, ça? Pas qu'une fois, hein. Je pense que tout le temps, là, c'est pas simple quand on évolue très vite. Oui, Quand en plus de ça, moi je viens du monde de la qualité, qu'on passe sur l'ingénierie, donc on oui, va toujours avoir aussi cette question de est-ce que tu es légitime, surtout quand les gens te répètent tous les jours, ah, mais t'es l'exception. Moi j'ai quelqu'un qui un jour m'a sorti, non mais de toute manière, toi, t'es tunisienne, t'es une femme, tu viens de la qualité et tu es CTO, mais en fait, t'es une alien en fait. Et en fait, quand on te dit ce genre de choses, même si tu prends de la hauteur, même si tu as confiance en toi, à un moment donné, ça abîme l'âme, hein. Donc oui, tu te poses des questions, tu te oui, oui. dis est-ce que Est-ce que je suis je suis légitime? légitime ou Ouais. pas. Après, je pense qu'il faut revenir souvent sur ce qu'on fait, sur du très concret. Et ça arrive, quoi. J'ai envie de Oui, dire, oui, si on tout à n'a pas fait. ces moments de doute-là, on n'évolue pas non plus. Donc, c'est des moments qui sont intéressants parce qu'en fait, il faut se dire, OK, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je me sens pas légitime et est-ce que c'est légitime que je me sente pas légitime, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Après, il y a aussi le syndrome de Peter, hein. On peut pas tout le temps évoluer et être incroyable. Il y a des domaines sur lesquels, aujourd'hui, moi, je sais que j'ai atteint mon palier maximal et je sais et je suis en paix sur le fait que je ne pourrais pas aller plus loin. Et Ouais, ça, il OK. faut être aussi honnête avec soi-même parce que sinon, par la suite, on n'est pas à l'aise. Ouais, ouais, Donc, tout à fait. il faut Et être on est très déçus aussi, si exactement. on continue pas à évoluer, ouais. Et il faut le dire, hein, même par exemple, moi aujourd'hui, tu vois, on parlait tout à l'heure de l'architecture, etc. Moi aujourd'hui, je suis pas câblée pour faire les meilleurs choix d'archi dans mes équipes. Pourtant, je suis CTO. Ben, pour le coup, j'ai aucun souci à le dire, à être à l'aise avec ça. Et je vais aller chercher les meilleurs experts Oui. pour m'encadrer là-dessus, pour m'aider et qu'on fasse ce travail-là ensemble. Et c'est une énorme opportunité pour moi parce que ça me donne Encore une nouvelle l'opportunité, carte à ton exactement, arc, tu vas apprendre travailler beaucoup avec des et gens ouais. aussi extraordinaires, aussi instruits, qui vont avoir une manière de faire qui est totalement différente de la mienne. Ça me nourrit énormément et c'est super pour moi. Donc finalement, il faut être en paix aussi sur les choses qu'on ne maîtrise pas et se dire à quel moment j'arrête. Parce qu'on ne peut pas être partout super bon, c'est pas possible. Quand on est Oui, bon partout, on est nul aussi partout, quoi. En tout cas, moi, je crois à ça beaucoup, hein. Après, il y a OK. peut-être des super génies qui arrivent, mais moi, en tout cas, je pense que c'est important aussi d'avoir l'humilité de se dire à un moment donné, ça y est, j'ai atteint mon Et palier, du mon coup, syndrome de je Peter. délègue cette tâche à quelqu'un de plus expérimenté, compétent, où Totalement, c'est son domaine. OK, totalement. génial. Revenons à Worklife. Parmi les dispositifs que tu as vus, le mentorship, les réseaux, les politiques RH, lesquels fonctionnent vraiment pour faire grandir les talents? Nous, aujourd'hui, chez Worklife, en tout cas, je pense qu'il y a un vrai sujet qui est, en tout cas au sein de la boîte, c'est comment moi, par exemple, sur une équipe qui est passée en 2 ans de 8 personnes à 30 personnes, comment on fait grandir les personnes qui nous ont rejoints et comment on Oui, fait en sorte que dans cette trajectoire de scale, donc de très grande accélération, comment on fait pour que chacun arrive à sortir avec le plus de plus-value. Moi, c'est ce que je dis à mes équipes. Je dis, en fait, le but pour moi, quand vous travaillez avec moi et surtout dans notre boîte, c'est comment vous sortez d'ici largement plus câblé pour aller récupérer encore plus de capacités et une opportunité encore meilleure pour vous, en tout cas attraper vos rêves, quoi. Et ça, il y a beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'accord. d'accompagnement. Le mentorship, c'est quelque chose d'important. Pousser aussi, par exemple, chez nous, aujourd'hui, on en parlait, là, aujourd'hui, quand on sait qu'il y a des sujets comme l'IA qui sont super importants, il faut mettre les moyens. Nous, par exemple, on a dès le départ mis les moyens à prendre des licences sur OpenAI pour tout le monde, toute la D'accord. boîte. Pareil, sur des sujets de développement, moi, j'ai Cursor qu'on a pris pour pousser les équipes et faire en sorte que tout le monde adopte l'IA à tout niveau. On a fait un hackathon, par exemple, là-dessus. Au-delà OK. de ça, j'ai fait une moitié de journée de conférences où j'ai ramené des conférenciers de l'extérieur parler. On a fait les Tech Work Life Series, là, Ah au oui, mois OK. d'avril dernier, Génial. que j'ai organisé, où j'ai eu 4 conférenciers qui sont venus parler aussi bien de DevOps, d'archi, de qualité. Et l'idée, c'est que vraiment nourrir les équipes et qu'ils sachent ce qui se passe à l'extérieur. Oui. Après, aujourd'hui, on est en train aussi de grandir. C'est pour ça qu'on a recruté, par exemple, un staff engineer. On est actuellement en train de recruter un principal engineer, un deputy CTO. Et l'idée, c'est qu'on aille plus loin là-dessus, dans mes équipes, pour aller vraiment faire plus de mentoring et plus de structure de ce mentoring-là. Oui, Par exemple, OK. quand on parle d'outils IA, aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un curseur sans se dire qu'est-ce qu'on fait du prompting et c'est quoi notre politique de prompting. On ne va pas prendre juste le prompting de base qu'il y a dedans. Oui, oui, tout à fait. Donc ça demande beaucoup de temps,
beaucoup de pédagogie et c'est pour ça qu'on est aussi en train de recruter, de se structurer sur ce genre de sujet qui, pour moi, sont plus que moteurs, surtout au vu de le contexte actuel. Donc ça, si tu veux, plus par rapport à Work-Life et l'interne pour nos talents internes. Après, je dirais par rapport à Work-Life, nous, aujourd'hui, vraiment, on offre un dispositif pour les boîtes qui est incroyable en termes d'engagement. Parce qu'on est une des rares boîtes qui fait une carte d'avantage salarial qui est aux couleurs et à la marque de l'employeur. Oui, tu m'as expliqué ça. Ça, je ne l'avais pas compris. Donc, par exemple, demain, la Marine nationale adopte Work-Life. La carte d'avantage salarié sera vraiment à l'image de la Marine et Exactement. pas, Et au pas branding de Work-Life. de Work-Life, Ouais, totalement. ok. Et aussi bien la carte que les applications mobiles. Et on va même plus loin que ça, dans le sens où on fait aussi une intégration vers leur portail interne. Donc, c'est ce qui veut dire que, D'accord. par exemple, on a un client qui, à la base, avait une page wiki pour les salariés et il voyait que cette page wiki, elle n'était absolument pas visibilisée et visualisée par les salariés. Pourtant, il donnait dedans pas mal d'informations sur les dispositifs d'avantages salarial et même d'avantages de CSE, etc., que les salariés ils avaient. D'accord. En fait, en mettant Work-Life et en ayant déjà le lien vers cette plateforme-là, ce wiki, ils ont vu qu'ils avaient 60% de plus de clics pour aller vers leur page D'accord. interne et vers Ok. leur wiki interne. Donc en fait, aujourd'hui, moi, je crois beaucoup au fait que ce qu'on est en train d'offrir en termes de solutions pour les entreprises, c'est un moteur d'engagement qui est incroyable et on est vraiment en train de changer le titre restaurant en titre d'engagement. En tout cas, c'est ce que nous, on vend et on le voit très très bien aujourd'hui. On a des grandes boîtes et des grands noms qui nous ont fait confiance et je pense que c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils voient vraiment l'impact de l'engagement et de la rétention des talents C'est ça. au C'est sein une de manière leur de entreprise. fidéliser aussi les personnels. Ouais. Totalement. Ok. Aujourd'hui, on sait que on est dans un contexte économique qui est difficile. Or, quand on va offrir du pouvoir d'achat aux salariés, ça change quand même la donne parce que voilà, on sait que potentiellement on va pas pouvoir augmenter les salariés. Pourtant, les avantages, ça reste quand même du pouvoir d'achat au quotidien qui impacte leur quotidien et en plus, c'est brandé aux couleurs et au logo de la boîte. Donc vraiment, pour moi, aujourd'hui, ce qu'on offre chez Work-Life est quelque chose qui est très symbolique et qui Oui. peut vraiment changer la donne pour les boîtes qui nous choisissent. Et même, en fait, j'ai envie de te dire, avec en plus de ça, des avantages qui sont 100% personnalisés, la boîte, elle peut aussi travailler sur des points de culture qui sont importants. Par exemple, là, on a eu une des entreprises qui voulait absolument avoir de l'aide psychologique pour les Ah oui, salariés d'accord. et qui a pu, grâce à Work-Life, ajouter un avantage d'aide psychologique avec un numéro vert qu'on a directement D'accord. intégré dans l'application. Et ça montre que la boîte, ils font attention Oui, à la oui, oui. psychologie. Donc, ça va au-delà même de juste l'avantage et de la D'accord. capacité de dépense. Excellent. L'univers des startups scale-up, c'est quand même un univers assez compliqué. Comment est-ce qu'on sait, toi, comment tu as su que Work-Life allait passer à un stade supérieur, qu'elle allait réussir? C'est quoi les signaux faibles que tu regardes, toi, avant de t'engager dans une... Tu veux dire les dans- signaux forts? les Oui. signaux faibles ou les Faible signaux ou fort, forts ok. pour t'engager dans une startup? Qu'est-ce qui t'attire le plus Alors pour Work-Life, c'est totalement un concours de circonstances. Ouais, Moi, en réalité, à chaque fois, c'était un concours de circonstances. En réalité, à chaque fois, c'était quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a recommandé, qui fait que d'accord. je suis arrivée là-dedans. Et c'est pareil d'ailleurs pour Work-Life, c'est le CPO, Clément, que je salue, qui m'a contacté sur LinkedIn, qui m'a dit Farah, je cherche absolument, là, on cherche un CTO, j'ai vu ton profil, ça me semble super bien. Et à l'époque, moi, j'avais fait une pause de 6 mois. Je faisais un tour du monde, j'étais au D'accord. Canada, je me rappelle très très bien, j'étais dans le hall pour attendre mon vol pour rentrer en France et je reçois le message sur LinkedIn et je me dis en fait je pensais pas du tout chercher là tout de suite, je pensais prendre encore des vacances D'accord. et je rentre du Canada, je fais les premiers entretiens et ça se passe bien et voilà. Après je pense que pragmatiquement oui, il y a toujours des signaux, on va toujours regarder est-ce qu'il y a des levées de fonds, est-ce qu'il y a des exits qui ont été effectués, on va aussi faire sa due deal, on va regarder qui sont les founders de la boîte, c'est Ouais. quoi en fait S'ils ont un bon track record, des choses comme exactement, ça. et puis même au-delà du track record, aujourd'hui, moi, je crois beaucoup aussi aux références. En fait, mine de rien, je pense qu'on a tous
un aura et on a tous, on laisse toujours quelque chose derrière nous. Oui. Et donc, en fait, moi, avant de rejoindre une boîte ou même avant de faire quoi que ce soit, souvent, je pose des questions en mode Tu mènes ta petite enquête. Exactement. Quand Est-ce que même. vous connaissez la personne? Est-ce que D'accord. c'est des gens fiables ou pas, etc. Et ça aide beaucoup pour bien s'entourer et s'assurer qu'on est dans de bons environnements. Après, jusque-là, j'ai eu beaucoup de chance. À chaque fois, je suis arrivée dans des endroits où la culture, elle est bonne, où Oui. je suis aussi... En fait, je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut être aussi super honnête là-dessus. Beaucoup de gens arrivent dans des environnements où on se fait dans cette lune de miel au départ, on se dit c'est incroyable, etc. Mais il faut toujours, avant même de rejoindre une boîte, tu sais, tout à l'heure, tu m'as posé la question, je t'ai dit les signaux forts ou les signaux faibles. Je pense qu'il faut aussi être à l'aise sur les signaux faibles avant même d'arriver, pour ne pas rester dans cette zone de lune Oui, de miel, c'est ça. mais plutôt rejoindre avec lucidité. Moi, quand j'ai rejoint Worklife, j'étais assez consciente des problématiques qui m'attendaient en termes de difficultés, on va dire, de où est-ce que c'était les challenges de la boîte, comme des forces de la boîte. Et j'étais assez à l'aise avec les choses qui allaient, comme les choses qui n'allaient pas. Bien sûr, j'ai découvert aussi des choses en arrivant. Oui, oui. En fait, ça nous rend aussi plus lucides et plus réalistes. Parce C'est ça. qu'il n'y a pas une boîte qui est incroyable. Il y a C'est pas le monde des bisounours. Exactement. Il y a ce dont nous, on voit en potentiel et comment nous, on voit aussi notre personne en transformant cette boîte. Parce que moi, quand je rejoins une boîte, je la rejoins pas, d'ailleurs, quel que soit le poste à chaque fois, je rejoins pas une boîte juste pour la rejoindre. Je ne rejoins pas en tant que salarié. Je rejoins avec mes idéaux, je rejoins avec ma culture, mon identité, ma manière de voir les choses. Et donc, il faut que je vois dans cette boîte-là quelles sont les opportunités pour que moi, je ramène ma touche et qu'à la fin, je ne suis pas là juste à dire ça ne va pas, ça me convient, c'est trop bien. Non, je suis plutôt là en mode acteur Oui. du changement, en mode entrepreneur. Et si ça ne marche pas, je m'inclus dans la sauce pour dire j'ai également pas fait ce qu'il fallait. Ouais, d'accord. On peut pas juste dire je rejoins une boîte et j'attends comment ça marche. Non, en fait, parce que sinon on va tous attendre et ça va pas avancer. Après, il y a des gens qui sont Être comme toi-même ça. un peu moteur du changement. Quoi. Totalement. Ok. En tout cas, moi, ça a toujours été comme ça. Et je pense que aujourd'hui, davantage, quand on est CTO, on a une responsabilité énorme Oui, absolument. sur comment les choses vont évoluer. Mais pour te dire, moi, ça a toujours été comme ça, quel que soit le rôle que j'ai eu. Aussi bien de stagiaire, je pense, à chaque fois, même quand j'étais stagiaire, ça m'est arrivé d'aller voir le directeur du pôle ou le DSI et d'aller parler et de donner mon avis et de dire je pense que ça, il y a un problème et ça, c'est les solutions que j'imagine. Donc, Ok. donc voilà, donc faut pas se dire il y a juste une boîte parfaite et on va aller là. Non, il y a des circonstances, des choix et puis des affinités. Tu vois. Oui, bien sûr. Génial. Actuellement, le contexte est un peu tendu dans la tech en France. Selon toi, pourquoi le marché s'est contracté de cette manière? Est-ce que ça t'empêche de garder tes équipes motivées? C'était dur il y a quelques mois parce qu'on a Ok. fait une énorme réorganisation, on a eu beaucoup de turnover, etc. Donc c'était vraiment difficile. Et là, ça fait 2-3 mois où ça va largement mieux. D'accord. Le contexte, il est dur. Je pense qu'il est dur pour tout le monde. Nous, on a beaucoup de chance parce qu'on continue à gagner pas mal de grands clients et ça marche pour nous. Ouais. Malgré le fait que, bien sûr, on peut aller plus vite, plus fort, etc. On a encore beaucoup de choses à améliorer. On n'est pas encore là où on souhaite être. On veut aller encore plus loin. C'est aussi la force de l'ambition d'une scale. Bien sûr. En fait, je pense que de toute manière, le contexte, il est ce qu'il est internationalement Oui. et encore plus européen. En Europe, voilà, là, on touche à des points qui sont politiques, économiques, sociales. On a une société qui est en train de changer. On a des politiques qui sont pas rassurantes. Oui. On a une phase économique qui est difficile. Donc, ce qui fait qu'on sort aussi d'un mood qui était difficile à gérer avec le Covid et une ruée vers l'or un petit peu parce qu'on a eu beaucoup de levées de fonds, surtout sur les startups scale-up. On a eu une bulle qui était assez importante. C'est vrai. Et oui. là, on arrive également avec un nouveau paradigme qui est là et qui change totalement la manière de faire les choses. Donc, je pense que le cocktail ensemble fait que ce que moi j'appelle, on est dans un monde complexe aujourd'hui. Oui. Et dans un monde complexe, là, on rentre un peu dans la philosophie, on est plutôt sur la philosophie de la complexité. Ce qui compte, c'est d'agir. Il y a Ok. beaucoup de gens qui vont pas réussir parce que ils vont se dire comment je vais faire, par où je prends le sujet, parce que tout est difficile. Faut mettre les mains dedans pour toi. Ouais, pour moi, quand on sait plus quoi faire, il faut juste faire. Ok. Faire et puis on va y arriver et puis au pire on n'y arrivera pas, au moins on a réussi à Génial. tester. Ok.
Très bon conseil, je valide. Juste après le rachat par Crédit Agricole, Worklife a fait de la croissance à plus de 10% par mois. Quel pari organisationnel a fait la différence? Alors, je pense que le premier pari, c'est que on savait qu'on allait scale Oui, et on a tenu fort. Et ça, vraiment, là-dessus, je salue énormément mon CEO qui a tenu à ce qu'on garde la culture startup. C'est-à-dire, il y a des choses sur lesquelles on ne s'est pas posé trop de questions, il fallait y aller vite et on est allé très, 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 très vite. d'accord. Par exemple, on a développé en moins de 4 mois une plateforme de distribution pour toutes les caisses régionales, ce qui fait que l'ensemble des caisses régionales aujourd'hui de Crédit Agricole distribuent l'offre Worklife à leurs clients, qui sont des petites entreprises, des PME, etc. Et Ah ça, oui, ok. ça nous ramène Énormément de clients. Ouais. voilà. Donc ça, c'est génial. Après, je pense qu'il y a également des sujets structurants sur lesquels on a vraiment pu profiter de la maturité de Crédit Agricole, notamment sur des sujets de cyber et de compliance. Aujourd'hui, clairement, le fait qu'on soit attaché au groupe Crédit Agricole fait qu'on doit répondre aux mêmes normes et obligations du Bien groupe. sûr. Et donc ça rassure énormément les boîtes avec lesquelles on travaille. Et Oui, parce étant que donné... la banque, pardon, je me Exactement. permets, la banque, ça rigole pas avec ce genre de choses. Pas du tout, clairement pas du tout. Et en fait, nous, on a vraiment joué le jeu. C'est-à-dire, en fait, on est allé s'améliorer. En fait, moi, quand je suis arrivée chez Worklife, mon premier mois, je me rappelle très bien, au bout de 2 jours ou 3 jours, j'avais déjà un premier audit. Et au bout du premier mois, on m'a dit, Farah, l'archi, côté infrastructure, il faut tout refaire. Et tu as 2 mois. Ah oui, d'accord. C'était assez challengeant, mais on a réussi à aller aussi vite, à structurer les choses, à mettre ce qu'il fallait en place. Et en fait, là-dessus, on doit donner vraiment des preuves, donc on rigole pas, quoi. Donc voilà, donc je pense que ça nous a énormément, énormément aidé. Et Ok. après, je pense que, tu vois, je te parlais tout à l'heure d'audace, on a fait aussi beaucoup, beaucoup d'audace, on a travaillé énormément avec nos partenaires, parce que typiquement, quand on devait livrer 20 000 cartes one-shot pour un client et tout devait partir en one day, quoi, opérationnellement et même technologiquement, c'est pas du tout la même donne. Donc, on a Non, bien sûr. énormément travaillé déjà sur notre propre infrastructure. On a mis, par exemple, de l'autoscaling dans mes Oui, équipes. j'imagine. On a mis des tests de perf en place. On a revu la manière dont on architecturait les choses pour que ça tienne. On a fait un énorme travail avec nos partenaires, notamment Stripe et Adyen, pour aller s'assurer que la création des cartes, elle fonctionne très bien, que les logos sont bien faits. Moi, je me suis même déplacée dans les usines de création de cartes là en D'accord. Bretagne pour aller voir comment tout le processus fonctionne et créer du lien avec eux pour créer aussi des cellules de war room quand on a des gros lancements et Ouais. être tous au même niveau. Et ça, mine de rien, ça fait la différence parce que les clients, ils voient la qualité qui est vraiment déployée par la suite et ils ont confiance parce qu'ils voient qu'on maîtrise. Donc, il n'y a pas eu un pari organisationnel, il y a eu vraiment une réorg plusieurs choses. complète, Oui. quoi. Je pense Ok. que franchement, en 2 ans, j'ai fait l'équivalent de 5 ans d'expérience, tellement on a fait des choses incroyables en uniquement 2 ans. On avait des paris fous. Par exemple, quand on devait faire certains appels d'offres et que moi, ça m'est arrivé pour la première fois, j'allais dans les locaux de futurs clients pour aller faire des pitchs de la solution et se dire est-ce que ça va marcher ou pas. Donc, c'était vraiment des paris ultra audacieux auxquels à chaque fois on se dit mais jamais en fait les gens même dans les équipes ils disent mais vous allez y arriver, vous êtes sûr vous allez y arriver. Et en fait c'est pour ça que je dis vraiment, je pense que mon CEO il a vraiment cette force aussi entrepreneuriale qui fait que il arrive à nous embarquer, on y croit tous. Et je pense que Génial. franchement dans des boîtes comme ça, si on n'y croit pas, ça sert à rien d'y aller parce Oui, que oui, oui. il faut être prêt à se casser les dents un peu avant de réussir des choses. Et donc à chaque fois c'est des paris fous. Ouais, ok, génial. Revenons sur la partie conseil. Quand tu coaches des startups, quelle est la première question que tu leur poses sur la qualité logicielle? C'est une question très difficile Ouais. dans le sens où chaque environnement est unique. Ça va vraiment dépendre. Par exemple, je sais que quand je vais avoir souvent des gens qui vont venir avec des questions très fermées dès le départ, en mode je dois recruter un QA. Est-ce que je prends quelqu'un qui fait de l'automation ou pas? Je le mets dans l'équipe product ou dans l'équipe tech. Donc c'est très souvent oui, non, binaire. Ok. Et donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est surtout de comprendre le contexte. Donc comprendre comment fonctionnent tes équipes aujourd'hui, qu'est-ce qui est déjà en place. Donc c'est des questions plus ouvertes pour D'accord. comprendre le contexte et surtout pour aider les dirigeants que je conseille, surtout les CTO, CPO, à comprendre leur dynamique avant même de donner un résultat.
D'accord. Donner une solution. Parce que finalement, la solution, elle dépend de, par exemple, tu vois, est-ce que je mets mon QA dans les équipes produits ou les équipes tech? J'ai envie de te dire, est-ce que tu as quelqu'un déjà dans l'équipe tech qui adore faire la qualité la qualité aujourd'hui, elle est déjà embedded dans ton développement? Ou est-ce que en fait, c'est plutôt tes équipes product qui aujourd'hui sont ultra bons sur la spécification et qui, une fois quand ton développement est fait, vont aller tester eux-mêmes les Oui. features? Est-ce que tu vas avoir quelqu'un qui va être questionnement au départ ou est-ce que tu vas avoir quelqu'un qui va aller challenger le code, faire des reviews, etc. Donc, ça dépend de ton besoin. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de question magique ou de réponse unique. Il faut comprendre le contexte et faire les bons choix pour le contexte. Après, il y a souvent une vision finale vers laquelle on veut aller, mais cette vision finale, si on ne sait pas d'où on part, on peut prendre le mauvais chemin. Donc, Ouais. Ok, je comprends ça. En préparant cet épisode, tu m'as fait part d'un sujet qui t'intéresse énormément, en revenant encore sur la qualité, évidemment. C'est un truc, tu en parles depuis quelques années déjà, c'est le no-QA. C'est un concept qui pourrait cliver un peu l'audience. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, juste pour aussi que notre audience ne soit pas perdue, en fait, le no-QA, c'est pas ne pas avoir de la qualité, c'est plutôt avoir la qualité qui soit la responsabilité de l'ensemble de l'équipe. Et d'ailleurs, c'est un concept qui n'est pas nouveau, donc qu'on soit clair là-dessus. Malheureusement, on est encore un peu à la ramasse, même si j'aime pas du tout shamer, mais je pense qu'en France, on avance pas mal, mais on n'est pas encore au niveau du paradigme, on va dire, des best players aujourd'hui qu'il y a sur le marché. Là, par exemple, si on prend un Shopify, le Oui. no-QA dedans, il est là depuis les années 2012, 13, quoi. En tout cas, c'est Ah oui. assez. Quoi, Ok. le no-QA, c'est un paradigme. D'ailleurs, même, il est né avec le TDD, donc en 1990. Donc on parle vraiment de quelque chose qui n'est pas du tout récente et qui va aussi dans la vision de you build it, you run it. Donc c'est un peu la vision CTO Amazon par rapport au DevOps. C'est de dire, moi, mon développeur, aujourd'hui, ce que je veux les meilleurs développeurs sur le marché. En tout cas, moi, c'est comme ça que je dis à mes équipes. Si je veux les meilleurs développeurs sur le marché, you build it, you run it. Donc, tu peux pas dire la qualité, je vais le donner à Toto et c'est lui qui va tester pour moi. Et s'il y a un problème, c'est à lui de me dire si je dois régler le problème ou pas parce que c'est un problème qui est prioritaire ou qui est critique. Non, en fait. Si on a les meilleurs développeurs aujourd'hui, c'est les développeurs pour moi qui sont T-shaped. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont bons partout sur les sujets de qualité, de DevOps, de CI/CD, qui maîtrisent leur stack, qui maîtrisent ce qu'ils mettent en production et qui surtout sont sensibilisés à la qualité de ce qu'ils shippent en production. Et ça, du coup, ça demande à ce que ça soit eux qui own la qualité et pas quelqu'un d'autre. Donc la question que tu pourrais me poser, mais alors qu'est-ce qu'on fait des QA? C'est ça. Voilà. En fait, moi, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, je pense que c'est un paradigme qui aura tendance à évoluer vers la disparition. On sait qu'il y a quelques années, on était en train de parler de quality analyst, des gens qui faisaient des tests fonctionnels. Même il y a très loin, on parlait des MOA, de spécificateurs, qui maintenant s'est développé en product owner et un quality analyst. Après, on a évolué de quality analyst à quality engineer avec des gens qui font de l'automation. Aujourd'hui, si on prend des boîtes comme Google, comme je disais tout à l'heure, un Shopify, comme un Spotify, comme un Atlassian, ça n'existe plus, les QA. Les QA, c'est quelque chose aujourd'hui, c'est plus un rôle qu'on donne à quelqu'un. C'est vraiment un ingénieur qui, lui, s'occupe de la qualité de ce qu'il met. De A à Z, du coup, ça va être... Parfois, il va faire du TDD avant son dev. Ensuite, il va faire lui-même des tests automatisés pour tester ce qu'il a produit. C'est ça? Oui, totalement. Et ça va aller aussi... Et quand il y a des bugs, c'est lui qui les découvre. Qui les règle, qui les découpe. Et c'est lui aussi qui va mettre en place les indicateurs de performance pour aller observer ce qui se passe en production une fois qu'il a délivré en production. C'est lui qui va gérer les incidents. C'est lui qui va faire la release. Ce paradigme-là, il n'est pas d'ailleurs que QA. Il est aussi en train de toucher les équipes infrastructures. C'est pour ça qu'on parle de DevOps. Aujourd'hui, on parle même de Developer Experience. Donc, on n'est plus du tout sur des paradigmes de infrastructure et cloud engineer. C'est des choses qui sont en train énormément d'évoluer. C'est pas partout comme ça. Il y a également pas mal de gens qui sont en train de revenir sur une architecture on-premise, etc., à la DHH, etc. Mais aujourd'hui, mine de rien,
c'est des paradigmes qui, ça fait une dizaine d'années que c'est en train de changer. On prend aussi, Ouais. tu vois, je te parlais de Build It, You Run It. Pareil, si on prend Google avec la vision du Productivity Engineering, qui sont des équipes qui vont être vraiment globales, qui s'occupent aussi bien de la qualité que du SRE, etc. Donc, c'est des paradigmes différents. Et aujourd'hui, je pense que pour les gens qui font de la qualité, moi, je les appelle vraiment personnellement à s'ouvrir à qu'est-ce qui se passe au-delà même de juste du test automatisé, déjà. Ça, c'est la première chose, d'aller voir plutôt ce qui se passe en production, de voir les logs, les traces, de voir le monitoring, L'observabilité, tout l'observabilité, ça. le shift Ouais. left, le shift right, il est très important, de comprendre aussi les paradigmes de mise en production, les canaries, les blue-green, comment on fait des rollbacks, comment on pose les questions pertinentes pour les développeurs quand on a des nouvelles releases ou des changements pour qu'on sensibilise à la qualité et à l'excellence et surtout à se former à l'engineering parce que, surtout maintenant avec l'IA, je suis vraiment optimiste dans l'évolution de la qualité et de l'excellence au sein des équipes parce que ça s'améliore de plus en plus, mais je suis plutôt très mitigée sur l'évolution du rôle du QA dans les équipes. Moi, pour te dire, aujourd'hui, sur une équipe de 30 personnes, j'ai 2 QA et on est resté même pendant 2 mois avec un seul QA. Et on s'en sort très très bien. Mes Oui, équipes, ça a roulé tout seul. Ah oui, mes équipes, ils automatisent leurs propres tests, ils ont leurs propres tests d'intégration unitaire, end-to-end. Là, on est en train de travailler avec le front-end sur les tests de composants. Donc, le QA, il est là pour vraiment inspirer et challenger et donner encore plus d'expertise. Oui. Mais il n'est pas là Ou des pour bonnes porter pratiques, le sujet. etc. Exactement. Ok. Super intéressant ce que tu nous expliques. Là, on est dans un monde où un peu idéal, comme tu le présentes, sur une boîte très tech. On parlait beaucoup de Google, de Shopify, de Spotify. C'est quand même des boîtes qui sont un peu des leaders techniques dans la tech mondiale. Si je pars sur une banque qui a toujours son code en COBOL, pas une néobanque, hein, si je pars sur une société d'assurance qui a des règles de gestion extrêmement complexes, comment on gère la QA avec le no-QA? C'est la sensibilisation des développeurs. Après, c'est pas, comme tu l'as très bien dit, c'est quelque chose qui est un objectif. On n'y arrive pas comme ça du jour au lendemain dans toutes les boîtes. Déjà, pour y arriver, il faut avoir déjà les développeurs qui ont cette culture. Or, ce n'est pas quelque chose qui est acquise. Donc, si tu commences déjà à vouloir faire ça avec des développeurs qui n'ont jamais fait de l'automation de leur vie et qui, pour eux, c'est obligé que ça soit un QA qui est à côté, sinon c'est scandale, je peux te dire que tu n'y arriveras pas de toute manière. Hein. Donc, ce genre de sujet, c'est un sujet de culture avant tout. Hein. Donc, il faut avoir les gens qui sont câblés, qui ont l'expertise et qui ont l'envie. Donc, tu peux pas mettre ça partout de la même manière. Donc, typiquement, dans une banque, il faut, si typiquement tu as des ingénieurs, il faut commencer avec ton développeur qui, lui, adore l'automation, qui va aller bosser avec son QA au départ, qui va travailler avec lui main dans la main. Puis après, c'est de la conduite du changement, peut-être à l'échelle d'une petite équipe, puis par la suite à l'échelle d'un département, puis après à l'échelle de toute une DSI. Mais ce n'est pas des petits sujets et c'est des sujets qui demandent beaucoup d'investissement, de temps, parce que ça veut dire que tu changes la manière dont tes développeurs voient les choses et pas du tout juste tu enlèves les QA et tu dis ça a fonctionné. Tout à fait. Pas du tout. D'ailleurs, ça peut aussi être compliqué pour les développeurs de se dire ça me fait quand même une tâche supplémentaire qui peut être chronophage. Totalement. Si la personne n'est pas formée là-dessus, et tu vois, moi j'ai fait l'expérience dans une des boîtes que j'ai faites où on voulait mettre ça en place dès le départ et il n'y avait pas de développeurs qui étaient formés dessus. On avait 1000 fois plus de tests, mais les tests étaient flaky et donc du coup, on avait plus de temps sur la CI/CD et donc ça faisait qu'on descendait notre vélocité, notre productivité. Donc on ne se prend pas sur des sujets comme ça. Vraiment, c'est des sujets qui se structurent, qui ont besoin d'expertise. Et donc, typiquement, c'est des changements graduels. Donc, typiquement, comme je t'ai dit, il faut prendre soit le développeur qui est déjà expert, soit le QA qui est expert. D'ailleurs, je sais que, par exemple, à Atlassian, pour aller là-dessus, ils ont fait des QA advisors au départ. Ils ont bougé de Quality Engineer à Quality Advisor. Et de Quality Advisor, après, ils ont commencé à enlever. Nous, quand j'étais chez Anchor Store, typiquement, on a aussi fait ce paradigme-là. Au départ, c'était les développeurs qui voulaient absolument prendre le sujet. Puis après, on a monté une équipe de Developer Experience. Cette équipe-là a travaillé main dans la main avec les guildes. Donc, front-end, back-end. On les a aidés à mettre les bons frameworks, les bons toolings. On leur a également fait pas mal de workshops pour dire comment t'écris un test, comment tu runs un test. On a aussi travaillé sur comment on faisait détecter, par exemple, les flackiness et comment on a fait un process
pour qu'on fasse de l'amélioration continue sur les tests et qu'on n'ait pas une chaîne de développement qui est défectueuse parce qu'il y a trop de tests qui passent pas et que ça nous coûte aussi super cher. Parce que ça me parle beaucoup ce que tu racontes parce que c'est exactement ce que moi j'ai vécu dans mon contexte. Bah oui, ça m'étonne pas. Parce qu'en fait, souvent tu te dis, je vais mettre plus de tests, tu mets plus de tests et tu as des développeurs en plus qui sont très... Tu peux arriver dans un environnement, tu as des développeurs, ils sont à fond, ils veulent absolument faire ça. Oui. Donc ils te rajoutent. T'as plein de tests qui sont flaqués. Qu'est-ce qui se passe à la fin ? Non seulement la chaîne de développement, elle est ralentie, mais en plus de ça, en fait, c'est un coût qui est faramineux, qui est souvent mal calculé. Parce que du coup, les tests qui passent pas, on fait que relancer la CI/CD, relancer. Et on prie pour qu'à un moment, ça passe au vert. Exactement. Et ça, en fait, ça chiffre. Surtout aujourd'hui avec le cloud, tu fais ton Circle CI, combien tu as de builds, combien tu l'as lancé, courage. Nous, je me rappelle très très bien, sur Core Store, on a code cost par 10. Avec juste à retravailler mieux la flakiness et la manière dont on renaît les tests. Et donc ça demande beaucoup d'expertise parce que ça veut dire quelle est la stratégie de faire les tests, à quel moment ces tests-là ils sont assez bons, comment tu catégorises le flaky et le non flaky, comment t'aides ton développeur à créer des tests qui sont assez holistiques et qui sont surtout déterministes parce que tu as aussi des problématiques de ce genre que tu connais très très bien. On va en parler après. Donc voilà, c'est pas du tout des sujets qu'il faut se prendre à la légère, c'est des sujets de conduite du changement qui sont assez complexes. On en parle avec beaucoup d'idéalisme, certes, mais pour y arriver, il faut être quand même câblé. Oui, et ça peut prendre quelques années quand même. Ah bah totalement. Pour rassurer un peu les QA qui nous regardent. Totalement. Mais après, en fait, si par exemple, on prend aujourd'hui des boîtes, parce que tu me parlais, si on prend quelqu'un qui a envie d'aller bosser dans les meilleurs environnements et d'être au meilleur salaire aujourd'hui, et ben malheureusement, je le dis avec beaucoup c'est peinant, mais il faut aller voir chercher une scale-up américaine ou une scale-up même en France. Oui, et ça, vrai. Du coup, c'est des environnements qui sont exigeants, qui demandent des gens qui sont plutôt T-shaped, qui sont les meilleurs sur le marché. Et les meilleurs sur le marché, ils suivent ces stratégies-là et ils sont dans cette vision-là. Et donc, c'est pas autant quand est-ce que ça va arriver. C'est est-ce que je veux être le meilleur et est-ce que je veux tirer le mieux de mon profil aujourd'hui sur le marché. Et si c'est le cas, clairement, il faut aller sur les nouvelles choses qui sont en train de se passer et se moderniser dans la manière dont on fait de la qualité aujourd'hui. Génial. On parle de choses, de nouvelles choses. Tu parles juste à l'instant de nouvelles choses qui arrivent aujourd'hui. Évidemment, je vais partir sur l'IA, l'intelligence artificielle. Comment est-ce que ça a changé votre approche ? Est-ce que vous avez adopté l'IA ? Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure chez Worklife. Clairement, nous, chez Worklife, comme je t'ai dit, all in, quoi. On peut aller plus loin. Je suis convaincue qu'on peut aller plus loin. Et comme cette année, on a beaucoup scale, moi, personnellement, j'estime que ma personne, j'ai pas mis assez de temps encore dans l'IA. D'accord. Et j'espère que là, sur la fin de l'année, avec les équipes qui structurent et qui commencent à être assez matures, je vais pouvoir mettre plus de temps et d'énergie là-dessus. Mais pour te donner une idée, nous, aujourd'hui, par exemple, cette année, grâce à l'IA, on a fait en sorte que, dès le départ, sur des MVP, donc sur des Minimum Viable Product, c'est le produit qui est autonome sur son développement. Donc, par exemple, à un moment donné, on voulait faire un moteur pour traiter les reçus et sortir les TVA. C'est mon équipe produit qui a tout développé, qui est allé faire avec du Lovable, du Cloud, du Cloud pour la partie un peu codage, pour la partie code, etc. On a du Cursor, et aujourd'hui Cursor, on l'a pris pour tout le monde, y compris les équipes qui sont pas développeurs et qui ont réussi à faire le MVP comme ça. Ce MVP, donc on l'a lancé sans dev, zéro. On a mis 0 dev dessus. Excellent. 0. La seule chose qu'on a faite, c'est de mettre par la suite, on a pris le nom de domaine et on a branché côté infrastructure. Mais on n'a rien fait, on n'a pas du tout investi d'un point de vue développeur. Et ça, c'est génial parce que ça fait que le produit, on peut le sortir plus vite, on peut tester plus vite, on va pouvoir peut tester plus vite, etc. Exactement. On accélère tout, quoi. Et donc ça, par exemple, c'est une des choses qu'on a faites. Et là, par exemple, aujourd'hui, grâce au hackathon qu'on a lancé en juillet, on a fait toute une journée hackathon que mon CPO, qui est d'ailleurs à fond sur l'IA, qui a organisé. Et en fait, là, aujourd'hui, on est en train de travailler avec de l'automation au sein des équipes opération sales pour automatiser les QBR, donc les Quarterly Business Review des clients avec l'IA. Et ça, c'est les équipes qui sont pas du tout des équipes techniques, qui sont 100% autonomes, again, sur le sujet. Nous, aujourd'hui, en fait, on veut faire en sorte que l'IA, elle est là plutôt pour aider tout le monde. Oui. Et d'ailleurs, pour te dire, pour la petite anecdote, pendant le hackathon, moi, mes équipes, ils ont joué le rôle du jury et des mentors. D'accord.
On a dit, on veut pas que les équipes dev... En fait, si on veut aujourd'hui tirer le max de l'IA, il faut que l'IA, elle soit là pour tout le monde. Oui, oui. Et nous, côté tech, c'est génial pour nous parce qu'en fait, nous, ça nous met en face de nouvelles problématiques de comment je mentor des gens, comment j'utilise mon expertise différemment, comment les gens qui, à la base, sont très business-driven, donc ils savent parler business, ou nous, peut-être, on n'est pas assez bon, il va falloir qu'on apprenne d'eux pour parler business. Il va falloir réapprendre à communiquer, en fait. Exactement. Ouais. Et qu'eux apprennent de nous pour mieux jouer avec ces outils-là qui, aujourd'hui, changent totalement le paradigme et nous aident, nous, à travailler sur les vrais sujets de fond, d'archi, où on a vraiment besoin de réflexion, où on a vraiment besoin d'aller loin et de ramener la vraie valeur ajoutée d'un engineer, on va dire, et de laisser les équipes plus autonomes sur des sujets où on peut avoir très rapidement de la valeur ajoutée sans pour autant avoir à travailler nous dessus, mais plutôt les observer, donner des directives et donner un socle. Ok, génial. Est-ce que tu as réussi au global à mesurer un peu l'impact Est-ce que ça vous fait gagner du temps? Est-ce que par rapport au coût de clairement, l'IA? Ouais. Clairement, moi quand je te parle du MVP qui a été lancé par mon CPO là sur la partie les reçus pour récupérer dessus des informations, ça nous a fait gagner énormément de revenus parce que c'est un outil. En fait, on est resté pendant 6 mois peut-être avec cet MVP là. Ah oui, d'accord. Et qui était déjà qui fonctionnait très bien. Et aujourd'hui, on se pose à peine la question, là on en a parlé la semaine dernière avec mon CFO, à se dire comment on peut le rendre un peu plus fiable. Donc on commence à se poser à peine la question. Donc c'est quelque chose qui, mine de rien, fait aussi gagner énormément de productivité opérationnelle parce qu'avant c'était des reçus qui étaient vus par des équipes qui étaient donc customer support, qui devaient à chaque fois recevoir un reçu, lire, déduire, voir si le reçu il était éligible ou pas à la dépense par rapport à un avantage. Là, ils n'ont plus rien à faire. On a totalement gagné de productivité. On a déchargé des équipes opérationnelles. On n'a pas du tout mis d'équipe développement pour aller développer le produit. Et on a un produit clé en main qui fonctionne et qui nous fait gagner aussi bien du temps que de l'argent. Donc, clairement, aujourd'hui, je pense que oui, tu vois, je pourrais pas te sortir un chiffre tangible, mais si je me mets dessus, je suis sûre qu'on peut sortir des chiffres. Et en termes de coût, tu as une idée du coût pour franchement, tes équipes? c'est quoi, le coût pour moi? Ouais, pour les outils. Les outils, c'est rien du tout par rapport à tu vois, pour te donner une idée, par exemple, pour un coût d'un reçu aujourd'hui, avec les outils qu'on utilise, je pense qu'on utilise Mindy, c'est même pas quelques centimes pour un reçu. Qui est pris, et si je prends Cursor de toute manière tu vas le payer pour améliorer ton développement, donc tu payes c'est déjà, voilà, en fait c'est plutôt ce genre d'outil, c'est comme si tu dis de l'infrastructure ou ton IDE quoi. C'est un IDE quoi, hein, donc c'est un coût de run, hein, c'est un coût qui en fait très rapidement va être amorti. Exactement. En fait quand tu vois combien tu vas gagner opérationnellement, il n'y a pas sujet quoi, il faut y aller. On fonce sur l'IA. Il faut y aller. Pour moi je dis aujourd'hui avec l'IA, j'en ai parlé d'ailleurs avec Tegrox il y a quelques mois, je disais en fait aujourd'hui avec l'IA on a l'impression qu'on est dans une gare et que toutes les 5 minutes il y a un nouveau train. C'est une très bonne image. Voilà, et donc on se dit quel train je dois prendre. Donc il y en a ceux qui vont rester sur le quai à regarder le dashboard pour se dire quel train je dois prendre, et moi je suis plutôt à dire à tout le monde, guys, prends le premier train. Et au pire tu descends à la prochaine correspondance et tu changes de train s'il le faut. Mais là, il faut foncer, il faut monter dans le train parce que le train, il est déjà en marche. Hein, il ne nous attend pas. Oui, tout à fait. Pour rester sur la partie compétences, comment on fait aujourd'hui si on est dev ou QA, surtout QA, ce qui va nous intéresser. Qu'est-ce que tu veux comme nouvelle compétence, toi, aujourd'hui, pour recruter, par exemple, un QA en 2025-2026 ? Moi, par exemple, aujourd'hui, un QA qui ne fait pas l'observabilité, tu vois, je parle même pas d'IA. L'IA, j'ai envie de te dire... Donc, il est automaticien, déjà? Ça, c'est sûr. Il n'y a pas la question. Pour moi, un QA aujourd'hui qui n'est pas en capacité d'aller rentrer dans la code base de mes développeurs, de lire même les tests unitaires et les tests d'intégration, on n'y est pas. D'accord, ok. On n'y est pas. Et donc, en plus, l'observabilité, le monitoring, maîtriser des outils comme Datadog, comme Prometheus, comme Grafana, comme Elasticsearch, se poser des questions quand on a des incidents, à se dire c'est quoi l'impact business, parce qu'en réalité, aujourd'hui, un QA, ce qu'il va ramener, c'est l'expertise autour de l'automation et de l'observabilité, donc vraiment cette vision shift left, shift right. Oui. Mais même aussi, comment il va ramener une âme business à l'équipe. Donc, comment il va savoir que, par exemple, sur Worklife, le cœur du business,
c'est qu'il faut que les transactions passent. Donc, si le QA il va se concentrer 1000 fois à se dire comment tel avantage il est affiché, c'est important. Je ne dis pas que ce n'est pas important. C'est pas critique. C'est pas critique. Ouais. Donc, il y a vraiment toute cette vision-là. Après, enfin, je dirais aussi qu'il y a toute une expertise. Tu vois, tout à l'heure, on en parlait de ta gestion de CI/CD, de flackiness, de politique, en fait, de déploiement. Ouais. Ça, aujourd'hui, c'est pareil. C'est de la Developer XP donc, en fait, c'est un tout. Il y a beaucoup de choses. Il faut maîtriser pas mal de sujets, du coup. Et l'IA aussi ou pas? L'IA, franchement, pour moi, aujourd'hui, ça fait partie, des choses. Hein. Okay. On peut pas avoir... En fait, je pense que quand on a des profils qui sont dans l'amélioration continue, en fait, moi, je vais pas poser des questions qui sont autour d'un sujet en particulier. Par exemple, j'ai une question que je pose souvent, que je pose systématiquement à tous les candidats, c'est de dire comment tu fais de la veille. Raconte-moi, quelle est la dernière chose que tu as lue et qu'est-ce qui t'a marqué? Et les gens qui me disent « Ah, je fais pas assez de veille » ou « Ah, je me rappelle plus, il y a des paradigmes mais, qui sont flous », c'est-à-dire IA, pas IA ou quoi que ce soit, il n'y a pas de veille en fait. Donc, en fait, la question autour de l'IA, elle devient encore plus... elle accélère les choses. Oui. Mais en réalité, on est dans la tech. Hein. Tous les jours, il y a des nouvelles choses. Bien sûr. Et en fait, est-ce que tu as un talent qui est en capacité d'aller embrasser les nouvelles technologies et les tendances du marché, ou est-ce que tu as des profils qui sont passifs, qui sont là et qui ont trouvé que l'environnement était bien et puis c'est tout. Donc voilà, moi je suis plutôt à fond sur des profils qui sont entrepreneurs, même dans leur manière de s'autogérer. C'est ça, ok. D'ailleurs, on discutait tout à l'heure avant de faire cet épisode, tu me disais même qu'il allait y avoir une espèce de grand nettoyage un peu. Bah, oui, je pense qu'on le voit aujourd'hui, le nombre de personnes qui sont sur LinkedIn avec Open to Work. Moi, franchement, je t'avais raconté dans la voiture, mais j'ai eu cette année dans les recrutements des momentum qui étaient gênants pour les gens où c'était difficile de trouver du travail, où ça faisait longtemps qu'ils sont en recherche, etc. Oui, on est dans un marché qui est difficile, on est sur des nouveaux paradigmes. Il y aura toujours ceux qui vont s'en sortir. Et en fait, moi, aujourd'hui, franchement, quand j'ai des profils qui sont bons, il reste pas plus de 3 jours, 4 jours. Je te racontais tout à l'heure, on avait un profil qui était incroyable. En 3 jours, il nous a dit, bah, c'est bon, moi, j'ai une offre, ciao, quoi. Je dis pas que ça, c'est pas vrai pour tout le monde, mais le marché, il est tellement dur qu'aujourd'hui, on va commencer à chercher des gens qui vont être de plus en plus compétents, on va être exigeants, ce qui est normal en fait, parce que si on est en train de parler de gestion des coûts, on va pas garder le dernier de la classe, hein. Malheureusement, hein, c'est la vie, hein, c'est comme ça. On n'est pas dans des associations loi 1901, hein, on est dans des entreprises. Bien sûr. Donc, on va chercher les gens qui vont être compétents et qui vont ramener une valeur au business. Et donc, c'est les gens qui vont chercher à grandir avec la boîte et avec l'environnement. Ok, super. Et pour celles et ceux qui se sentent un peu freinés par des pensées limitantes, on parlait tout à l'heure du syndrome de l'imposteur ou j'y arriverai jamais, je comprends rien, des choses comme ça. Quel premier petit pas tu leur recommandes dès la fin de cet épisode? Rentrer dans des communautés. Franchement, ça change la donne. Ça demande de l'investissement au départ pour aller chercher les gens, pour aller s'intégrer, pour créer du lien. Mais rentrer, par exemple, je sais que la Paris Test Conf, avec toute la communauté qui va avec, il y a des communautés plus internationales, par exemple comme Ministry of Testing, qui existent et qui sont là. Donc, par exemple, sur la partie IA, il y a Greg Letellier, qui est très connu sur le sujet mobile, qui a monté toute une communauté de tech autour de l'IA en France, avec tout un Slack, etc. Moi, je vous invite tous, donc je regarde la caméra pour vous dire vraiment, allez-y, cherchez ces communautés-là, allez dans des meet-ups, discutez avec les gens. Et souvent, en discutant avec les gens, on se rend compte qu'on n'est pas seul et on va se motiver à plusieurs et on va y aller. C'est comme ça aussi qu'on s'ouvre l'esprit, qu'on se donne du courage et on saute, quoi. Ok, génial. Quel livre ou podcast, c'est une des dernières questions, hein, ou newsletter, t'as récemment le plus bousculé dans ta façon de manager? Est-ce que tu as une idée par rapport à ton rôle aujourd'hui, ou un livre en général? Là, j'ai eu par exemple un livre de chez Will Larson, je me rappelle plus c'est quoi son nom, mais qui parlait du principal engineer et du paradigme de différence entre le principal engineer et voilà, CTO, etc., qui était super intéressant, qui m'a permis de comprendre comment mes équipes fonctionnaient. Parce qu'en fait, moi, à la différence de beaucoup de personnes qui sont côté tech, j'ai un profil qui est plutôt
analyseur et leader. Donc, je suis plutôt rouge-bleu dans les profils disques, on va dire. Et mes équipes vont plutôt être des gens qui sont analyseurs et qui vont être plutôt plus... je suis aussi introverti-extraverti, mais qui vont être plutôt très dans les détails, très dans le factuel. Donc, on va être différents sur ces éléments-là. Lire des livres sur plus comment un rôle de principal engineer ou de staff il se présente, ça me permet aussi de repositionner mon rôle et de voir différemment ma manière de faire. Après, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses. Moi, il y a souvent un livre dont je parle beaucoup là, dans les derniers mois. C'est un livre qui s'appelle How I Have Failed Almost Everything and Still Big Win, qui est incroyable et qui en fait te montre que en fait, même dans le management, et moi j'estime que même par exemple cette année, j'ai fait pas mal d'erreurs de management. Là, il y a des moments où j'ai été vraiment nulle, vraiment, je l'admets. J'ai pas été à fond, j'ai pas été dans le mood, etc. Mais en fait, il faut souvent se dire comment je vois ces moments-là où j'étais nulle pour aller voir qu'est-ce que je dois craquer pour la prochaine fois. Comme une opportunité d'amélioration, en fait. Et ce livre, il en parle beaucoup, et il en parle pas que du management, il parle vraiment de la vie entre réels. Le droit à l'erreur. Et je trouve vraiment que c'est super, super intéressant. Donc franchement, pour ceux qui nous écoutent, quel que soit, vous êtes manager ou pas manager, je vous recommande d'aller le lire parce qu'il est incroyable, ce livre-là. Et moi, il m'a beaucoup marqué. Je l'ai lu il y a maintenant 2 ans et je l'ai relu il y a 6-7 mois parce que tellement il m'a marqué. Parce que je trouve que vraiment, il y a un paradigme et il y a une manière de voir les choses qui nourrit et qui nous permet finalement de se remettre en question et à se dire, en fait, il n'y a jamais finalement une finalité sur failing, quoi, l'échec. L'échec n'est pas une finalité. Non, tout à fait. On peut toujours s'en sortir grandi. Génial, on mettra tout ça dans la description de l'épisode. Farah, un immense merci. J'ai trouvé nos échanges vraiment inspirants. Enfin, en tout cas, toi, tu es une personne avec un parcours vraiment très inspirant pour tous les QA qui veulent scale up. Donc, merci, un grand merci d'être venu parmi nous. Merci beaucoup, Romuald, pour l'invitation. Et c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Merci. Cet épisode de QG Qualité touche à sa fin. Un grand merci à celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. N'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous s'il vous a plu et à nous mettre 5 étoiles. Retrouvez toutes les actus de SSID Testing Agency sur notre site internet ssid.fr. Cet épisode est disponible sur YouTube et toutes les plateformes de podcast. Les informations se trouvent en description. À très vite pour un nouvel épisode.